Bonjour et bienvenue sur la chaîne Twitch de la Ligue de l'Enseignement 67. Si vous êtes ici, c'est pour voir une mini-formation sur l'éducation aux médias, et ici plus précisément sur les outils que vous pouvez utiliser et mettre en place pour décoder les fake news, et puis aussi vérifier quand il y a eu manipulation dans une image. Et donc avant d'aller un peu plus loin, je vous précise tout de même que ces vidéos sont en priorité pensées et montées et que les sujets sont également pensés pour les promeneurs du net. Alors rapidement, qu'est-ce que sont les promeneurs du net? Ce sont des intervenants jeunesse et parentalité qui font le choix de rejoindre le réseau des promeneurs du net. C'est un réseau qui est soutenu par la CAF et en rejoignant ce réseau, déjà ils rencontrent d'autres professionnels qui traitent aussi de ces problématiques de réseaux sociaux, de présence sur les réseaux sociaux, et puis ils suivent aussi des formations aux différents enjeux des outils numériques. Donc si jamais vous êtes promeneur du net, vous êtes au bon endroit. Et puis si jamais vous êtes juste intéressé par l'éducation aux médias et les enjeux du numérique, bien ça sera sûrement aussi très intéressant pour vous, puisque là je vais pouvoir présenter une série d'outils qui vont de l'outil pour débusquer les fake news jusqu'au logiciel d'analyse de photos pour vérifier quand il y a eu modification, quand il y a eu montage dans l'image. Et donc pour commencer cette vidéo, bien, je pense que le plus important c'est déjà de démarrer par les outils qui ont été créés par les réseaux sociaux eux-mêmes, puisque les réseaux sociaux eux aussi affrontent ce problème de fake news et se font régulièrement taper sur les doigts par les pouvoirs publics, que ce soit aux États-Unis mais aussi également en Europe, qui leur demande davantage de vigilance sur la diffusion de ces fake news, sachant que ces fake news, que l'utilisation bien habile de l'information et de la désinformation peut faire basculer une élection d'un côté comme de l'autre. Donc ça fait partie d'enjeux démocratiques particulièrement importants, et donc c'est aussi logique que certains pouvoirs politiques s'intéressent à la question et demandent aux réseaux sociaux de rendre des comptes quand il y a eu des problèmes. Il y a eu, on peut dire, à chaque période de grandes élections, aux États-Unis principalement, il y a toujours ces questions qui reviennent, et c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux ont dû faire évoluer leurs utilisations et leurs outils. Et là, l'un des outils qui a été développé par Facebook, c'est par exemple prévenir aux personnes qui souhaitent partager un article qu'un article est vieux, donc cet article est vieux de 3 mois, est-ce que vous voulez vraiment le partager? Donc c'est l'une des mesures qui ont été le plus souvent mises en avant, le plus souvent déployées par la plupart des réseaux sociaux, c'est rajouter davantage d'informations, davantage d'avertissements avant la publication. Ça peut aller jusqu'à vraiment une description complète. C'est par exemple Birdwatch, donc un outil qui a été développé par Twitter qui rencontre de nombreux problèmes de diffusion de fake news, Birdwatch étant un encart, une information qui se rajoute pour répondre aux fausses informations et pour remettre en perspective les différentes informations. Et ici, là, l'exemple qui nous est donné, c'est quelqu'un qui se plaint en disant que justement les valeurs de nutrition sont fausses. Ce qui est écrit 100 calories est en fait 100 000 calories. Et là, la réponse d'information pure et simple, c'est nous vous informons qu'une calorie avec un C majuscule est égale à 1000 calories avec un C minuscule. Et c'est pour ça que cet internaute a pu arriver à la confusion. C'est justement en ayant confondu et en étant mal informé sur cette différence entre calories avec une lettre capitale et calories avec une lettre minuscule. Ça, c'est c'est vraiment ce qui est déployé de base par les réseaux sociaux, c'est rajouter davantage d'informations. Mais ce qu'on a pu voir ces derniers temps, et en janvier, notamment avec l'élection de Donald Trump, c'est que certains réseaux sociaux finalement tous les réseaux sociaux ont décidé de bannir Donald Trump de leur réseau. Alors que ce soit bon ou mauvais, que ce soit la solution ou pas, en tout cas nous ne sommes pas ici pour débattre de cela, mais nous sommes sur une solution particulièrement radicale qui a tout de même mené à bannir d'un réseau social un président américain qui était encore élu.
et en tout cas qui était encore en poste à ce moment-là. Et le directeur de Twitter a fait une déclaration à ce moment-là pour dire que c'est un échec de leur part, mais qu'ils ont fait ce qui leur semblait nécessaire après l'invasion du Capitole. Et c'est donc, en tout cas, eux, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est le meilleur choix que nous pouvions faire, mais ça reste un mauvais choix. Et ça fait partie des débats que nous aurons, auxquels nous serons confrontés justement, et nous y sommes confrontés de plus en plus. C'est comment réagir selon les comportements de qui sur les réseaux sociaux. Est-ce que la censure est réellement la meilleure solution face à ce genre de choses? Là, c'est le choix qui a été fait par les réseaux sociaux dans cette situation, mais ça crée un précédent. Donc ça n'était en tout cas jamais arrivé que quelqu'un d'aussi important soit banni des réseaux sociaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que Donald Trump s'est fait bannir, il s'est fait bannir de tous les autres réseaux sociaux qui ont suivi la décision de Twitter. Donc ça, c'est des grandes questions qui vont continuer à agiter le débat public. Mais c'est aussi une méthode, un moyen finalement que eux ont trouvé, c'est la suppression pure et simple du compte qui diffusait des fausses informations. Nous, en tout cas à notre niveau, c'est pas ce qu'on peut mettre en place. Là, nous, ce qu'on pourrait mettre en place, c'est améliorer la vigilance face aux fake news et avoir des outils à notre disposition pour vérifier la véracité d'une information. Alors déjà, un premier outil qui n'est pas tout à fait dans cette action de vérification de l'information, mais qui peut servir de bonne introduction au sujet, c'est Google Trends, Google Trends, qui est un outil donc développé par Google, qui informe des tendances en termes de mots-clés, de recherche, et donc ça peut permettre déjà de commencer, de se faire une idée de l'importance, de l'influence d'un mot dans les sections recherche de Google, et donc de la popularité de ce mot. Ça peut servir de comparatif face à l'influence d'une fake news, ce genre de choses. Et là, j'ai choisi donc le mot très actuel de confinement, puisque le mot confinement sur les recherches Google en France on peut constater l'évolution de l'intérêt de ce mot au fil des mois, qui correspond finalement au risque de confinement à chaque fois. On n'entendait presque jamais parler, on peut dire même qu'on n'entendait pas du tout parler jusqu'à début mars, et puis finalement du 8 au 14 mars, il y a eu une explosion de la recherche de ce mot confinement. C'était le premier confinement en France, ça a progressivement baissé par palier. Puis ensuite, on n'a plus entendu parler de ce mot ou à peine pendant toute la période des grandes vacances, pour que de nouveau, donc là c'est à partir du 18 octobre que ce mot rebondisse à nouveau à un niveau même supérieur qu'en mars. Donc ça s'est fait en quelques jours pour à nouveau rebaisser rapidement fin novembre, et puis finalement avec l'arrivée de décembre et la fin du confinement, ce mot a perdu sa popularité, mais il est resté plus haut que par le passé, et il y a une nouvelle augmentation en janvier, en fin janvier, avec le risque d'un nouveau confinement qui a baissé à nouveau. Ça montre les grandes tendances en termes de recherche, en termes d'intérêt pour les gens. Et donc ça peut être testé par rapport à des mots relatifs à des fake news. Ça peut être intéressant de voir quand est-ce qu'est né un terme ou une fake news par cet outil, et il est en plus très facile d'utilisation, donc ça peut être un bon moyen de se faire une idée. Mais après, et pour aller plus loin, il y a les différents outils qui ont été développés par les journalistes, qui sont censés, en tout cas de par leur métier, être garants de la véracité des informations. Et c'est l'AFP, donc l'agence France Presse, qui a développé l'outil le plus sérieux, donc l'outil factuel, qui répond aux différentes fake news, donc qui ont des articles de vérification pour remettre les choses à plat quand une information est diffusée. Mais il y a d'autres outils qui sont finalement plus ludiques. Par exemple, il y a Check News de Libération, qui a ce côté ludique de donner l'occasion aux internautes de poser une question, et ensuite ce sont les journalistes de Libération qui vont sélectionner les questions et créer des articles à partir de ces questions, donc y répondre. Il y a aussi un moteur de recherche pour vérifier. Donc eux, ils sont allés vers l'interaction. On est sur un côté plus interactif que l'AFP.
Et puis il y a l'outil maintenant, donc pour ce dernier outil très connu lancé par Le Monde, ce dernier outil des outils journalistiques, le Décodex, qui est un outil lui de validation, on peut dire de vérification de site web. Il suffit de mettre une adresse d'un site web et il va y avoir une description de ce site web dans le Décodex. En tout cas, si jamais ce site a déjà été analysé par le Décodex, elle sera affichée. Excusez-moi, je vais allumer la lumière, il commence à faire sombre. J'espère que ça a changé quelque chose. Ou j'espère ne pas avoir totalement disparu. Non, c'est bon. Et donc, le Décodex, c'est donc un outil qui permet de savoir en tout cas ce que les journalistes du monde pensent de l'un ou l'autre site. Ça peut avoir ses limites puisque parfois certaines des descriptions sont faites par des journalistes, sont faites par des humains et parfois soit il peut y avoir des erreurs, soit certains sites peuvent contester l'une ou l'autre description. Mais cet outil a au moins, en tout cas, mis à côté d'autres outils, l'utilité d'avoir rapidement certaines informations, notamment, par exemple, cet outil dit à qui appartiennent les sites. Par exemple, là, j'ai cherché jeuxvideo.com, il appartient actuellement au groupe Webedia, et puis il explique ce qu'est ce site. Un site consacré à l'actualité du monde du jeu vidéo, à ne pas confondre avec les forums qui l'hébergent, alimentés, eux, par les utilisateurs. Et ce qu'il dit sur les forums, c'est les forums jeuxvideo.com font partie des plus actifs en France, notamment par les adolescents. Et donc il dit différentes autres choses, il parle également de certaines polémiques. Et donc eux, ensuite, ils émettent un avis. N'hésitez pas à confirmer l'information en recroisant avec d'autres sources ou en remontant à son origine. Donc ça, c'est intéressant puisque quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout le site jeuxvideo.com pourrait déjà se faire une première idée de ce qu'est ce site, sachant que pour avoir une véritable idée, il vaut mieux aller sur le site lui-même aussi pour s'en faire une idée plus complète. Donc ça, c'est l'utilité de ces trois outils qui sont proposés par les journaux. Mais maintenant, il y a des outils que vous pouvez vous aussi mettre en place. Il y a par exemple l'outil TinyEye qui permet de rechercher une image. Donc, j'ai choisi une image de mode et donc l'outil TinyEye, c'est un outil québécois qui a été développé pour vraiment analyser l'origine des images. Donc là, on peut retrouver qu'il a retrouvé le site sur lequel j'ai pu récupérer cette image, Superga Online Shop. Superga, c'est une marque et donc TinyEye a permis de retrouver. Et donc cet outil permet lui vraiment de remonter l'information. Si vous partez dans une démarche de chercher quelles sont l'origine des images, puisqu'il se concentre sur les images, TinyEye est un outil particulièrement utile pour ça. Il y a aussi l'outil de la recherche Google qui peut être mis en place. Et donc là aussi, l'outil de la recherche Google, il faut ouvrir Google Images et déplacer une image dans la barre de recherche. Et ensuite, Google va chercher les images similaires, l'origine de cette image, ce genre de choses. TinyEye est vraiment intéressant, lui, parce qu'il donne des informations très précises, très factuelles, même le nom du fichier, de l'image, ce genre de choses. Il a vraiment son intérêt de ne pas se disperser, ce que Google peut parfois faire, ce que la recherche Google peut parfois faire. Et puis maintenant, il y a un dernier outil que je veux vous présenter et qui est l'outil le plus ludique, qui est aussi l'outil que je vais peut-être le plus vous recommander pour introduire la recherche d'images et la recherche de photomontage. Il s'agit de l'outil Forensically, qui est un outil donc en ligne. Et c'est un outil d'analyse de certaines imperfections qui apparaissent sur les fichiers d'images lorsqu'on commence à faire du photomontage dessus. Alors il y a plusieurs outils, il y a le magnifier qui est qui magnifie, qui met en avant, qui contraste les pixels et qui permet de peut-être, en tout cas, de trouver certaines aberrations. Par exemple, une aberration qu'on peut retrouver sur ce parachutiste, c'est déjà il a une couleur très différente du reste, mais ce n'est peut-être pas forcément l'aberration la plus importante, c'est qu'il semble avoir un petit carré autour de ce parachutiste, comme s'il avait été découpé finalement. Quand on va voir sur la soucoupe volante également, les pixels ont l'air un peu différents, un peu plus chauds, un peu plus rouges par rapport au reste des pixels de la ville qui, eux, ne semblent pas être très différents de ce qu'ils devraient être. Mais le magnifier, c'est pas le plus facile à interpréter. Là, dans les outils qui sont proposés sur ce site,
Celui que je trouve finalement l'un des plus intéressants, c'est le clone detection, puisque dans les photomontages, il y a quelque chose qui est souvent fait, notamment c'est pour corriger la peau de quelqu'un dans des photos de mode ou ce genre de choses. Il y a un outil qui s'appelle l'outil tampon et qui est finalement un outil qui permet de dupliquer, de cloner par exemple une partie de peau pour cacher un grain de beauté, ce genre de choses. Et là, ce que fait très bien l'outil Forensically, c'est qu'il reconnaît les correspondances entre les pixels. Là, on remarque que ces nuages-là, c'est clairement... On peut être sûr qu'ils ont été dupliqués quand on voit toutes les correspondances. Ces nuages aussi, pareil. On peut se demander pour la soucoupe volante s'il n'y a pas eu une opération de lissage de la soucoupe volante. Là, il faut aussi savoir qu'avec ce genre d'outil, il peut y avoir des petites aberrations. Là, on ne peut pas être sûr qu'à ces endroits-là, ce soit dû au photomontage. Par contre, les nuages, c'est sans équivoque, on le reconnaît tout de suite. Et puis il y a l'Error Level Analysis qui lui est d'autant plus éloquent. On peut voir que la soucoupe volante est une complète aberration puisque elle est totalement différente du reste de l'image. On peut voir aussi que l'ombre qui a pris une couleur blanche étrange avec cet outil peut aussi être due à un problème. Et puis la présence du parachutiste aussi, il semble y avoir des erreurs qui ont été détectées à cet endroit-là. On peut confirmer ça avec le Noise Analysis, qui lui confirme vraiment que la soucoupe volante ne vient pas de ce monde, on peut dire. Pareil pour le parachutiste, qu'il y a au moins un déplacement dans l'image, alors que le reste, il n'y a pas de problème à première vue. Toutes ces traces blanches, ce genre de choses, ça semble à peu près normal quand on voit la photo de base. Et puis, il y a d'autres outils pour vérifier ce qu'ils appellent les métadatas. Les métadatas, c'est donc des informations écrites sur l'image. Donc là-dessus, il faut s'y connaître un peu mieux pour pouvoir les interpréter. Mais il y a d'autres choses encore qui peuvent être intéressantes, comme le Thumbnail Analysis. Thumbnail, c'est la vignette qui est enregistrée par rapport aux photographies. C'est ce qui permet de l'afficher en tout petit beaucoup plus rapidement. Et donc là, on peut voir que la Thumbnail, et donc la vignette, est différente de l'image de base. Donc ça montre que la vignette n'a pas été mise à jour après le montage. Et ça fait partie des erreurs qu'on peut détecter avec Forensically. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec d'autres images. Donc je vais vous montrer cette image de mode. Donc je l'ai récupérée sur Superga. C'était celle que nous avions vérifiée auparavant avec Tinai. Et donc là, avec le magnifier, il peut être parfois difficile de détecter quelque chose avec le magnifier, en tout cas tant qu'on n'a pas détecté autre chose. Par contre, si on prend le clone detection, donnons-lui le temps de réfléchir un petit peu, on va voir qu'il y a quelques petits indices qui peuvent être qui peuvent donner la puce à l'oreille. Ce ne sont pas forcément des indices suffisants pour être sûr qu'il y ait eu montage, mais tout de même, au niveau de la peau, il semble qu'il y ait des correspondances, que les cheveux aient peut-être eu une petite correction aussi. Pareil à ce niveau-là, il y a peut-être au niveau de la chaussette une correction qui a été faite. Et à côté de la chaussure aussi. Donc ça fait partie des possibilités. Et de toute façon, les images de mode ont du montage. Donc ça fait partie de ce genre d'informations. Est-ce que les autres infos peuvent en attester ? L'error level analysis ne semble pas dire grand-chose. Peut-être une petite aberration autour des dents, ça on peut se poser la question, mais on n'est pas sûr, ça peut être lors de la prise de la photo. Et puis si on va dans le Noise Analysis, donc là-dessus on ne peut pas non plus détecter de grandes différences. En tout cas, ce que nous montre cette photo, c'est que alors il y a aussi le Level Sweep. Là, par contre, on voit quelque chose, on voit qu'il y a beaucoup de luminosité autour des chaussures. Donc c'est probablement, étant donné que c'est une pub pour les chaussures avant tout, que ces chaussures ont connu une modification d'image qui les ont accentuées par rapport au reste du modèle. Là aussi, on peut arriver à des conclusions, que ce soit pour la création de fake news, comme pour l'analyse de photos de mode, pour expliquer qu'on ne s'en rend pas compte à première vue, mais ce genre de choses sont faites exprès pour magnifier les objets qui doivent être vendus. Donc ça fait partie des différentes choses intéressantes, différentes conclusions qu'on peut avoir avec cette image. Et on peut voir donc que celle-ci n'a pas eu énormément de modifications, sauf peut-être avec le clone detection qui en détecte pas mal. Mais sur les autres modifications, en tout cas, on n'a pas rajouté une personne qui n'existait pas sur cette photo. Mais on a pu en détecter des choses intéressantes.
Et puis je vous montre une dernière, une photo qui était... Donc c'était dans un concours des photos prises avec l'iPhone. Et si j'utilise le clone detection, alors cette fois-ci, peut-être qu'il y a eu des clonages au niveau de la canne, mais ça on ne peut vraiment pas en être sûr. En tout cas, il y a très peu de détection dans le clonage. Par contre, je les ai déjà vus, on peut voir que dans le Error Level Analysis, il y a beaucoup de luminosité autour du personnage, alors que là, s'il devait y avoir un endroit très lumineux, ça devrait être la lampe qui devrait être la plus lumineuse. On peut donc se dire, et si on essaye de confirmer ça avec le Level Sweep, on voit qu'il y a une lumière très forte sur lui. Ensuite, luminescence gradiente, c'est encore souligné. Et donc si on revient sur l'image de base, on peut se dire que cette image n'a pas été extrêmement retouchée, mais probablement que son visage, étant donné qu'il est le sujet de la photo, a été accentué. Donc là, on affiche, grâce à ce genre d'outil, le choix artistique qui a été fait sur cette photo. Et ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est déjà qu'il est totalement gratuit, qu'il ne récupère pas non plus les données, il est open source, et il a vraiment cette utilité de donner l'occasion d'analyser des photographies et de le faire de manière ludique, justement. On est comme un enquêteur qui essaye de détecter les défauts des images, qui essaye de voir justement qu'est-ce qui a pu être modifié et qui essaie surtout de comprendre pourquoi ça a été modifié. Puisque c'est là que ça nous mène. Tous ces outils de déduction doivent finalement amener à certaines conclusions qui ne sont pas toujours les plus claires possibles, mais qui amènent au moins la discussion. Et c'est l'objectif finalement de tous les autres outils que j'ai pu vous montrer aussi. C'est de la manière la plus ludique possible, prendre le temps d'analyser les fake news, d'analyser leurs origines, et finalement de comprendre ce que la personne qui a publié ces images ou ces informations a bien voulu nous dire, et s'il s'agit de manipulation ou pas. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose, j'espère qu'elle vous a intéressé, et si jamais elle vous a intéressé, n'hésitez pas donc sur YouTube à commenter, à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez, et sur Twitch, n'hésitez pas à revenir tous les vendredis à 12h40. Donc aujourd'hui, donc c'était une date exceptionnelle où je n'ai pas pu diffuser de live à 12h40, je l'ai fait à 17h, mais les lives habituels sur ces mini-formations dédiées aux enjeux du numérique sont donc diffusés normalement tous les vendredis à 12h40, donc si jamais ce genre de sujet vous intéresse, ne les manquez pas. Et à partir de la semaine prochaine, donc 12, 7, 19, le 19 février, nous entamerons une nouvelle grande partie des sujets à aborder. Là, nous allons commencer à parler des différents réseaux sociaux, de leurs utilisations, de leurs particularités, risques, dangers, ce genre de choses. Et on va faire une grande séquence, en tout cas, sur les différents réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like sur la vidéo, et partagez-la si vous la trouvez intéressante. Merci beaucoup, et au revoir.